Très peu de trains s'arrêtent désormais à la gare de Romanèche-Thorins. Ce n'est donc pas par l'arrivée à 9h39 du train en provenance de Lyon, ni par l'arrivée à 8h48 en venant de Mâcon, que les anciens élèves de l'école normale de Mâcon sont venus se retrouver à Romanèche le 18 septembre sur le parking de ladite gare pour leur rencontre annuelle. Non, ils et elles sont venus par la route ou, pour l'un d'entre eux, d'ailleurs organisateur de la journée, tout simplement à pied, en voisin. Situé en face du parking, l'entrée du hameau du Bœuf, où va se dérouler l'essentiel de la journée, visite et repas. Petite conversation autour d'un café. Que s'est-il passé depuis l'année dernière? C'était au Creusot, un fort bon souvenir. L'entrée du musée. Oh, nous n'allons pas énumérer les milliers d'objets rassemblés ici. Une visite sur place s'impose pour les examiner dans leur environnement et, suivant ses goûts, s'attarder sur tel ou tel sujet particulier. De par la volonté de ses fondateurs, le thème de ce musée, c'est la vigne. Il y a un autre musée, situé, lui, au cœur du village, et consacré à un tout autre sujet, mais ne brûlons pas les étapes. La visite commence ici avec un objet majeur de la vigne, le pressoir, et les moyens de fabrication adaptés à ses imposantes dimensions. Un thème incontournable, les maladies de la vigne et les traitements, le souvenir de la pyrale. Le compromis, toujours délicat, entre bien des facteurs, l'efficacité d'un traitement, les risques en matière œnologique, le coût. Les visiteurs photographes à la manœuvre. Des tenues vestimentaires pour madame et pour monsieur, autour d'une superbe tapisserie illustrant les vendanges. Après le traitement, le travail de la terre, depuis la taille jusqu'aux vendanges. L'un des outils laissait nos visiteurs interrogatifs, car la lecture attentive, enfin, on l'espère, des fiches explicatives ne permettait pas d'en comprendre l'usage. Quel était donc cet objet? C'est l'un des participants à la visite, justement organisateur de la journée, qui apporta par la suite la réponse en indiquant qu'il s'agissait d'un lèvre-roue ou chèvre, autrefois utilisé pour remettre en place un chariot embourbé ou versé dans un fossé. Voilà, tout le monde est renseigné. Devant une cuve multiséculaire et la dégustation. Au sous-sol, passage par le chai pour l'élevage du vin. Le temps, la fraîcheur, peut-être même le silence, pour que rien ne vienne troubler le calme des fûts de chêne. Dans la salle de minéralogie, les types de sols et les cépages qui y sont associés. Greffage. Autrefois, les diplômes reconnaissaient la maîtrise de cette technique, mais les machines sont venues faciliter quelque peu le travail. Le sol, les minéraux. Pour décrire un arôme, les mots sont bien souvent impuissants. Alors, l'œnologue parle de l'odeur des fleurs, de fruits ou d'autres produits de la nature, pendant que la science, et c'est bien plus prosaïque,
vient expliquer les sensations olfactives par l'influence de quelques formules chimiques. C'est un peu dommage, non? Le théâtre de tomates, 20 minutes pour écouter un vigneron, on allait dire un robot vigneron, et la culture de la vigne jusqu'à la fête célébrant les vendanges. Laborieux et festif, le moment des vendanges, point d'orgue de l'année de travail, lorsque la magie vient s'habiter à la table des convives. Le musée de cire. Il ne manque que le parfum des vins et le bruit des conversations échangées autour de la table du cabaret, à une époque déjà lointaine, où seules les quelques nouvelles locales ou parvenues de la ville voisine animaient les soirées du village. Que de chemin parcouru dans l'affichage de la publicité. C'est l'art nouveau qui inspire la plupart des images dans la salle consacrée à l'affiche. Le style, le graphisme, tout est caractéristique de ce style si particulier. Évidemment, pour ce qu'il en est des textes, on ne reconnaît plus à l'alcool toutes les vertus qu'on lui prêtait autrefois. Les conseils à la modération sont maintenant de mise, l'alcotest étant passé par là. Une visite aérienne guidée par 2 abeilles et sans doute l'aide de quelques drones pour voyager au-dessus des vignes et des bourgs du Mâconnais. Rien n'échappe à l'œil de ces infatigables butineuses pour le plus grand plaisir des spectateurs que surprend de temps à autre le plancher de la salle qui vient à se prendre pour le pont d'un navire un jour de forte houle. Les barres d'appui ne sont pas de trop pour se cramponner. Une fois revenu sur la terre ferme, un peu de technique sur les pressoirs. Il faudra revenir, après avoir révisé ses cours de physique, en particulier sur l'oxydation et la formation des polyphénols. Un ancien pressoir au mécanisme assez complexe. Un peu plus simple à comprendre, mais certainement pas à fabriquer, les tonneaux et les bouteilles. On peut disserter sur le vieillissement en fût ou en bouteille, les avantages et l'emploi de l'un ou l'autre des contenants. Dans des temps plus anciens, on ne disposait que de céramique pour fabriquer les amphores. On les transportait en bateau et, lorsqu'un naufrage leur était épargné, un long voyage pouvait apporter au vin, par l'action répétée de la houle, un merveilleux vieillissement. De nos jours, il arrive que l'on fasse délibérément naviguer quelque temps les bouteilles, sans aller jusqu'à préconiser que certains vins aient à faire le tour de la terre dans les cales d'un navire, pour prétendre à l'excellence. Le bouchon n'échappe pas à une évolution résultant tout à la fois de considérations œnologiques, économiques et environnementales. Longtemps matériau sans rival, le liège présente l'avantage bien connu des échanges gazeux qu'il permet entre l'atmosphère et le contenu de la bouteille. On passe sur le goût de bouchon, l'une des hantises de la maîtresse de maison à l'heure d'un déjeuner de famille. D'autres modes de bouchage que le liège sont apparus, et les qualités du vin en sont-elles affectées? D'après la littérature, la réponse serait plutôt non. C'est une bonne chose. Passage à la dégustation et au repas, avec au menu la sadade de chèvre chaud, puis le coq au vin façon grand-mère, coq au vin accompagné du gratin dauphinois, puis tarte bressane et boules de glace. Les vins sont de la région, on s'en serait douté, blanc mâconnais et rouge beaujolais. En ce qui concerne le vidéaste, et suivant son incorrigible habitude, il va profiter du moment de repas
pour découvrir le bourg de Romanèche-Thorens, avec un repas tiré du sac, tout de même. Mais avant de sortir, une visite s'impose dans l'espace de vente et sa très belle vidéothèque. Balade apéritif jusqu'au bourg, avec le repas tiré du sac, mais sans oublier la caméra. L'église Saint-Pierre. En entrant, sur la droite, un petit harmonium. Il s'est tu, remplacé par un instrument plus imposant, placé à proximité de la chaire. Quelle bonne idée que ces haut-parleurs disposés sur les poteaux de la nef, tellement plus efficaces que ces longues enceintes que l'on trouve bien souvent en nombre trop restreint pour une bonne répartition du son dans l'ensemble de l'église. Dans les bras du transept, 5 tableaux classés, parmi eux la Sainte Famille, Saint Jérôme. À gauche, l'autel comporte la scène qui a inspiré de nombreux artistes, peintres et sculpteurs, Jésus remettant les clés du royaume à Pierre, d'après saint Matthieu. L'iconographie du chemin de croix est intéressante, mais l'ensemble n'est pas classé. À 2 pas, sur la place portant son nom, la statue de Benoît Raclet, indissociable de Romanèche-Thorens et de la Vigne. Dans les rues alentours, on est loin de l'agitation des villes et le temps semble s'être arrêté ici. L'un de ces longs murs clôturant des vignes, avec là ce qui semble une réparation, histoire de récupérer des tuiles plutôt que de construire une rajouture en pisé, et cela avec un certain goût pour la décoration. Un autre mur est la maison où vécut Benoît Raclet. Un autre personnage illustre qui vécut à Romanèche-Thorens, ce fut Pierre-François Guillet, qui fonda l'école du tracé de charpente, maintenant le musée du compagnonnage. À notre époque où l'on redécouvre les valeurs de l'apprentissage pour certains départs dans la vie professionnelle, le musée témoigne de la clairvoyance dont faisait preuve Pierre-François Guillon dans son œuvre pédagogique. La médiatrice et assistante de collection explique que le bâtiment a fait l'objet de transformations depuis l'époque où il accueillait les élèves compagnons du devoir. Même si les ordinateurs apportent aujourd'hui une contribution majeure pour la définition des objets et jusqu'à leur réalisation, la connaissance du dessin reste de base indispensable pour nombre de métiers de charpente, de chaudronnerie ou autres. Un trait d'union entre l'architecture et la céramique avec ce très beau Cupidon en porcelaine biscuit. Sa fragilité mériterait peut-être une meilleure protection contre un geste malencontreux ou une chute, un malheur est si vite arrivé. De retour au hameau du Bœuf, on reste dans la céramique avec le petit cadeau, une jolie pendeloque qu'offre une participante, céramiste à ses heures, pour chacun des anciens élèves de l'école normale venus pour la journée. Au sortir du restaurant, on traverse la rue
pour poursuivre le programme de la journée. Avant que la route ne soit venue remplacer le rail, et la gare, devenue musée du vin. Dans le hall, le distributeur de tickets avait une forme bien rigide. Voyez le composteur de nos jours, sa forme, sa couleur, sa matière, mais il faut toujours payer son billet. À l'entrée, justement, contrôle des billets, s'il vous plaît. Un objet de choix et de poids avec ce wagon de Napoléon III. En dehors des grands de ce monde qui ont pu voyager dans ce wagon, Napoléon III est indissociable de l'histoire du chemin de fer qu'il développa largement. Que n'aurait-il pas réussi si ses velléités guerrières ne l'avaient conduit à Sedan? Cette animation ne rappelle-t-elle pas à certains visiteurs leurs après-midi d'enfance qu'ils passaient, les jours de congé, à regarder tourner sur le plancher du salon le train Hornby apporté par le Père Noël? Il y avait aussi les maisons, les barrières et du papier crépon au-dessus des tunnels. Quel bon souvenir! Parmi les images affichées, celle de Marc Séguin. Le caméraman, stéphanois, connaît bien l'histoire de cet inventeur, associé au début des chemins de fer à Saint-Étienne. Alors s'impose un petit détour en images devant la gare de Châteaucreux. Et pour ne rien oublier, car le chemin de fer doit parfois franchir des fleuves, Marc Séguin s'illustra aussi dans la construction de ponts suspendus, dont certains sont encore en usage de nos jours. Il manquait à la visite un peu de fantaisie, et la voici, dans le sous-sol du musée. Non, il ne s'agit pas d'une aventure de Sherlock Holmes, mais d'un petit film imaginé autour d'un mariage au début des chemins de fer. Panache de fumée et escarbés garantis. En sortant du musée, le groupe ne quitte pas vraiment les trains, puisque la journée va se conclure par la visite du centre de vinification, situé à quelque distance. Alors, pour s'y rendre, le groupe va prendre le train. Ah, la concurrence. Pas sûr qu'elle rencontre ici beaucoup de succès. La cheminée de notre locomotive ne délivre pas de fumée, et c'est plutôt côté pot d'échappement qu'il faudrait peut-être jeter un coup d'œil, car le danger ne vient pas toujours d'où on l'attend. La visite du centre de vinification, une vue panoramique sur les alentours depuis le premier étage, les citernes, le schéma de la vinification Beaujolais. Ici, le camion ne fait pas le plein de gasoil, c'est la citerne qui se remplit de vin. Mais le mou pouvant entrer dans la fabrication des biocarburants, il n'est pas impossible que le véhicule contienne dans son réservoir un peu de Beaujolais. Au sous-sol, le traitement de la vigne et de la terre. Le chai, la salle de projection, le jugement des œnologues.
Encore des images, car le vin ne connaît pas de frontières. Ouvrant sur les jardins, la salle d'exposition, les machines, les outils. Les membres du groupe sont-ils tentés par les quadricycles ou le mini-golf? Non. Ils préfèrent quelques pas dans le jardin. Promenade et botanique dans les allées. Une impressionnante variété de végétaux. Bien sûr, la saison est fort avancée, la sécheresse a fait son œuvre sur les fleurs et les feuillages. La vigne voisine, flanquée de ses plants de roses, dont le flétrissement alerte sur la menace de phylloxéra et l'urgence d'un traitement adapté. N'était-ce pas le rôle de ces oiseaux dans les mines de charbon, lorsque leur mort subite indiquait la présence d'oxyde de carbone, avant qu'il ne soit fatal aux humains? Le moment de détente sur la terrasse, puis le retour en petit train. La photo de famille avant de se séparer. Ah non, il y eut encore un sympathique verre de l'amitié dans la maison de notre organisateur de la journée.